Pierre-Luc Labelle, président et chef de l'exploitation chez Finalta Capital. Ma première question pour toi, c'est comment t'es passé d'un parcours où est-ce que tu étais un jeune entrepreneur, t'as été un expert en crédit d'impôt, t'as passé par Raymond Chabot, à prendre la présidence de Finalta Capital? Ben, je pense que tout était mis pour que je fasse ça dans la vie. Tu l'as mentionné, j'ai parti des entreprises, une qui était en service conseil, crédit d'impôt. Après ça, j'étais allé me mêler à la grande entreprise, toujours dans ce domaine-là. Mais j'ai toujours eu une passion quand même pour la finance, même quand j'étais à l'université. Mm. Puis là, ben, l'opportunité s'est présentée. Finalta était dans ses tout débuts. Il y avait l'opportunité de venir créer quelque chose, ce qui m'intéresse vraiment. Mm. Puis là, au début, c'était de créer tout le framework, si tu veux, le cadre d'analyse pour gérer le risque des prêts qui seraient octroyés aux entreprises. C'est ce qui m'a été confié. De fil en aiguille, je pense que j'ai pu me démarquer relativement bien. J'ai pris pas mal de place jusqu'à temps qu'on décide de me confier la présidence. Ça fait quasiment 5-6 ans déjà. Congrats, c'est vraiment cool comme petite story. Je vais en profiter pour dire qu'on a un podcast ensemble qui est sorti, qui est vraiment cool, beaucoup plus en profondeur sur ton histoire, fait que les gens pourront aller écouter ce podcast-là. Finalta Capital, admettons que tu lis ça, ou tu vois cette brand-là, puis que t'es pas nécessairement éduqué dans la gamme de produits financiers qui existent pour des entreprises de tech ou des SaaS dans notre cas, tu peux lire ça vite puis te dire Finalta Capital, capital de risque, c'est un autre VC, mais c'est pas le cas. J'ai le goût que tu prennes un 30 secondes juste pour m'expliquer c'est quoi Finalta pour de vrai. C'est une bonne question. Puis quand tu rajoutes les crédits d'impôt dans le paquet, ça a l'air encore plus mélangeant. Hein? Effectivement, au Canada, on est moins habitué de voir, mais on est un fonds de dette privée. Puis ce que les gens connaissent un peu moins, c'est qu'ils associent au Canada le prêt avec ce qui est fait par les grandes banques. C'est les banques à charte, les caisses. Ouais. Mais non, on a une structure identique à celle d'un VC, donc c'est un fonds. Sauf que nous, le produit qu'on offre, au lieu d'être de l'investissement en équité dans les entreprises, ce sont des prêts, donc du capital non dilutif pour les entreprises, en ce qui nous concerne, les entreprises qui sont en croissance et qui sont fortement innovantes. Puis, t'as mentionné les banques à charte. Ouais. Eux aussi peuvent financer un actif qui est les crédits d'impôt, mais ils le font pas au même niveau que vous autres. T'sais, de ce que j'ai lu puis compris, ils peuvent financer jusqu'à 60-75% peut-être de cet actif-là, mais vous êtes capable de le faire à 100%. Fait que c'est quoi qui explique que vous êtes capable de prendre ce risque-là de plus, I guess? Ouais, exact. Effectivement, les banques le font, puis en fait, il faut comprendre que les banques, c'est quand même nos partenaires principaux. La majorité de notre deal flow provient des banques. Donc, on travaille main dans la main avec eux autres. Okay. C'est juste que nous, on vient se spécialiser dans cet actif-là. Conséquemment, la banque peut se concentrer sur ses instruments plus traditionnels. Puis ensemble, mais on supporte vraiment le capital non dilutif de l'entreprise. Ce qui mélange encore plus les gens, c'est quand on parle de crédit d'impôt, on a tendance à associer ça, comme tu viens de le mentionner, le complément que les banques peuvent faire, mais aussi, il y a d'autres fonds qui sont dédiés, qui financent des crédits d'impôt, mais ils le font dans un contexte qui est très différent de ce que nous, on fait. Ils font dans un contexte où c'est pour des entreprises qui ont des difficultés financières ou en tout cas qui ont un besoin de liquidité immédiate, qui ont besoin d'un prêt, pas qui va les accompagner pendant longtemps, ils ont besoin d'un prêt pendant une certaine période de temps, passer à travers un speed bump. Nous, on fait pas ça. Nous, on est là pour accompagner les entreprises à travers presque la totalité de leur parcours jusqu'à temps qu'ils aient leur sortie. Donc, nous, on va venir faire un financement qui est très important avant même que les dépenses soient faites. Effectivement, tu l'as mentionné à 100% de financement. Et on va le faire aussi, comment je te dirais bien ça? On va le faire avec un coût de capital qui est quasiment identique à celui des banques. Okay. C'est un instrument qui est très traditionnel. Comment est-ce qu'on fait ça? Écoute, on rentrera pas dans tous les détails de la chose, mais ultimement, ça revient au fait qu'on a décidé de se spécialiser. On a investi massivement dans le talent, mais aussi dans notre compréhension de ce que l'on fait, dans la compréhension précise des crédits d'impôt, pour démystifier comment les financer, comment les suivre à travers l'année, à travers les différentes années des entreprises, puis en se concentrant que là-dessus, bien évidemment, ça nous a permis d'apprendre jusqu'à un point où on peut offrir des termes aussi généreux aujourd'hui. Fait que c'est vraiment une résultante du focus sur une dimension spécifique du financement pour les compagnies innovantes, là, maintenant. On ne fait que ça. 720 millions prêtés strictement sur cette base-là. Y a-t-il une erreur commune que tu vois les fondateurs en SaaS peut-être ou en tech en général faire à propos de leur crédit d'impôt et puis des R&D? Absolument. Je pense que c'est de passer à côté de l'analyser comme il faut, comme une solution de financement et non comme étant un recevable. Souvent, les entreprises SaaS, surtout celles qui sont bootstrappées puis qui veulent aller chercher la profitabilité rapidement, mais même celles qui sont VC-back,
ils ont de la liquidité quand ils font leur plan sans financement de crédit d'impôt ou à la limite avec un complément de financement qui serait offert par une banque Ouais. sur les crédits d'impôt. Ils se disent, non, mais avec ma croissance de mes revenus, avec le capital que j'ai mon cash flow, il est solide, mon flux de trésorerie, il passe très bien. L'erreur qu'ils font, c'est de sous-estimer la quantité de capital non dilutif qu'ils pourraient avoir en surplus pour éviter de diluer les fondateurs ou diluer les nouveaux VC à tout point dans le temps. Puis ce que je dis tout le temps à tous les fondateurs que je rencontre, c'est on va se poser la question, si tu avais avec Finalta 1 million, 2 millions, je sais pas, 3 millions même, parce qu'on pourrait être le double, à tout point dans le temps de plus de capital accessible, est-ce que tu créerais davantage de valeur pour ta business que mon maigre coût d'intérêt? Et je pense que si ton produit est pertinent dans le marché puis que tu es en croissance, la réponse, ça devrait être oui. Ouais. Ouais, je comprends. Ben, parlant de VC, justement, admettons que tu vois. Est-ce qu'il y a eu une opposition entre le capital de risque VC puis du financement non dilutif? C'est-tu either or? Absolument pas. OK. C'est essentiel de comprendre une structure de capital qui est saine. Est-ce que ça veut dire que dans certains cas, un peut être moins nécessaire que l'autre? Oui, mais faut juste démystifier la chose. Le financement non dilutif, des fois, il est difficile à apporter à une entreprise qui n'a jamais eu du VC fund parce que l'entreprise n'a peut-être pas encore démontré sa capacité à impressionner justement des gens qui connaissent exactement ce qu'ils font dans leur segment de marché et pas aller chercher de la gouvernance auprès des investisseurs qui sont bien reconnus. Donc, c'est nécessaire. Puis c'est nécessaire pour financer certaines phases. Ensuite, un non dilutif, lui, c'est sûr que c'est idéal, généralement, de toujours le maximiser. Mais à un certain moment donné, pour une entreprise, si tu veux passer à un autre niveau de croissance, juste le non dilutif t'y amènera pas. Tu as besoin de plus de fonds tout d'une shot. Tu as besoin des aviseurs stratégiques. Tu as besoin du VC. C'est d'ailleurs un écosystème qui fonctionne super bien ensemble. On passe beaucoup de temps avec les différents fonds de VC. Mais une des affaires qui m'impressionne, honnêtement, à propos de vous, c'est que tu as cette connaissance-là du domaine et tout, mais c'est l'asymétrie entre la quantité d'argent que vous avez prêté depuis votre fondation, c'est genre 720 millions. Exact. Après ça, il y a genre 50 plus compagnies de SaaS qui sont passées dans le portfolio Absolument. là-dedans. Puis quand tu contrastes ça à, vous êtes genre 10, 11? Comment Yes. vous faites pour rester, 15? 11. 11, my bad, excuse. Comment vous faites pour rester lean, mais gérer un volume de transactions puis de prêts qui est aussi élevé que ça? C'est une grande fierté, ça, pour nous. Ouais? En fait, nous aussi, on a fallu faire preuve d'innovation, une innovation qui est différente, pas en software, mais en façon de faire des prêts. Ouais. Donc, on a été assez pionniers dans l'automatisation de différents processus. Les cadres d'analyse qu'on parlait tout à l'heure, là, tout ça, ça fonctionne avec des données qui sont automatisées. On a automatisé la façon de faire des documents de prêt. On a été dans les premiers à adopter la signature électronique. Ultimement, chez Finalta Capital, il n'y a aucun employé clérical. Dans un fonds habituel, encore plus un fonds de dette, il y a beaucoup d'employés qui font un travail qui est un petit peu plus clérical. Nous, on a juste de la grosse valeur ajoutée, des professionnels qui sont là pour accompagner nos entreprises en portefeuille. La gestion, comptabilité directe, c'est tout arrangé. Je pense que c'est la résultante d'un focus comme extrême sur un type de financement, puis pas de se diluer sans vouloir faire un jeu de mots dans plein de types de produits. OK, puis mettons, pour me flatter l'ego, pourquoi vous avez décidé de faire un partenariat avec SaaSpace cette année? Ben, je dirais, il y a 2 raisons assez différentes que je voudrais mettre en relief. OK. D'abord, bon, mon équipe est encore plus sur le plancher, évidemment, que moi, mais j'ai l'impression, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, je sais que c'est une phrase qu'on entend souvent, mais c'est quand même vrai. On parle des tarifs, mais moi, je remonte il y a eu la bulle tech qui s'est effondrée, la pandémie, le changement de shift, là, ici, l'intelligence artificielle qui impacte les SaaS, ça bouge beaucoup dans le contexte macroéconomique, même géopolitique. En toute candeur, je suis pas sûr que je comprends encore suffisamment la réalité des entreprises que je veux qui constituent notre portefeuille. Je suis pas sûr que je maîtrise correctement c'est quoi tous les défis. Puis je trouvais que c'était une des meilleures manières de se rapprocher de cette compréhension-là, de pouvoir parler avec l'écosystème, de pouvoir mieux voir est-ce que nous, faut qu'on fasse des choses pour modifier nos termes? Est-ce que notre approche, elle doit s'adapter elle aussi? Puis il faut comprendre, les entreprises SaaS, c'est quand même le type d'entreprise qui est le plus, je ne veux pas dire facilement, mais le plus simple pour nous à être très généreux rapidement dans nos termes à cause de la prévisibilité de revenus, puis la capacité d'analyser la trajectoire des flux de trésorerie de l'entreprise. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a
des nouvelles tendances, je trouve, dans tout le secteur bancaire, on s'inclut là-dedans le secteur financier, il y a un peu des nouvelles tendances en développement des affaires. On voit que les entreprises sont de plus en plus intéressées à tout ce qui est grassroots event, tout ce qui est fait directement par leur communauté, plus que des grandes choses corporatives. Conséquemment, ben, on a décidé, nous aussi, de venir se concentrer sur des éléments comme ceux-ci. Puis ça se passe, pour moi, au Québec, c'est un unique communauté direct. C'est clair, les entreprises SaaS, c'est clair, c'est quoi le type d'entreprises qui sont là, sont visiblement mobilisées puis motivées à venir écouter ton pod, à venir écouter les choses que tu fais. C'est pour cette raison-là qu'on est là. En tout cas, c'est un plaisir que vous ayez décidé de faire ça avec nous, mon gars. Merci pour ton temps aujourd'hui. On est très contents. Je te remercie.